Ah oui, merci. Je suis très honoré d'être avec vous et je suis très étonné en fait de tout ce que j'entends depuis ce matin. Autant ça résonne aussi fort avec ce qu'on essaye de faire chez Chloé. En particulier après la présentation de Claire, je pense qu'on aurait pu faire cette présentation à deux parce que vous allez voir que ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle, c'est exactement l'histoire des achats. Chez Chloé, il n'y a pas de service achat en fait. Il n'y a pas de service R&D non plus. Donc c'était aussi intéressant de voir qu'on est arrivé à des conclusions assez similaires, mais sans en fait ces fonctions-là. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de parler sur ce qu'on fait, je dirais une stratégie qu'on a mis en œuvre, et pour aller un petit peu plus loin, pour parler un peu de traçabilité, qui est à mon avis un sujet extrêmement important dans nos métiers. Alors ça c'est mon CV, c'est ma vie, mon œuvre. D'habitude j'interviens auprès d'étudiants et c'est important de leur montrer en fait ce que j'ai fait avant. Mais en fait j'ai voulu vous remontrer pour deux raisons en fait. La première c'est pour se rendre compte que moi je travaille depuis 2001 mais on commence à parler d'impact social et d'impact environnemental assez récemment dans nos métiers. Et je suis ingénieur textile et je vous rappelle que l'industrie textile c'est une des premières industries dans le 19e siècle qui a commencé. Et que ce qu'on a vécu, les délocalisations, c'était nous les premiers, l'automatisation, c'était aussi nous les premiers, et finalement, ce qu'on vit en fait aujourd'hui, au jour le jour, dans l'industrie textile, et quand on voit la pression qui est mise sur nos business, quand vous entendez par exemple l'industrie de la mode, qui est la deuxième plus grande polluante du monde et tout ça, je pense qu'on vit en fait en avance que beaucoup d'autres métiers vivent. Donc c'était intéressant de remarquer que nous, en fait, on a 10 ans d'expérience sur nos entreprises. Et finalement, c'est encore assez nouveau et on continue à apprendre par rapport à tout ça. Et la deuxième raison pourquoi je le mets, je suis content d'avoir des gens qui ont à peu près mon âge dans la pièce, tout simplement parce que quand on a beaucoup de jeunes, on se rend compte aussi qu'on a un énorme travail d'accompagnement des jeunes et des étudiants sur ces sujets, mais vraiment, vraiment important. Et ça, c'est particulièrement important par rapport aux fournisseurs. Il y a un point que je rajouterais par rapport à la présentation de Claire, c'est qu'en fait, les fournisseurs, ils ne savent pas faire aussi. Exactement comme nous, ils ne savent pas faire. Et nous, on essaie de passer du temps pour leur expliquer comment faire, quelles sont les bonnes idées, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent et qui sont motivés, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc c'est vraiment un sujet important d'éducation. Voilà. Alors, comment ça s'articule chez nous, chez Chloé ? Donc, Chloé, c'est une entreprise de luxe française qui a été créée en 1952. On fait partie du groupe Richemont, qui est très connu, puisque c'est aussi la maison mère de Cartier, de Panerai, de Vacheron-Constantin, donc qui est majoritairement une maison de montres et de joaillerie. Et nous, on fait de la mode, on fait du chiffon pour eux, ce qui est très étonnant et toujours intéressant de travailler en collaboration. On est tous dans la pièce très au courant de l'urgence. On a commencé ce matin là-dessus. Et on pense qu'on est vraiment à un moment tournant, en fait. Nous, on est un peu négatif des fois par rapport à ça. On pense que vraiment, il y a un tournant qui est en train de s'opérer. Et il y a un tournant qui est aussi lié en fait, à l'aspect social des choses. Et ça, vous allez voir dans mon discours aujourd'hui, nous, on ne dissocie pas le social et l'environnemental. C'est très lié pour nous, tout simplement parce qu'on se rend compte que les sujets en fait, d'égalité de genre, l'égalité entre les hommes et les femmes, ou plutôt les droits des femmes et les droits des hommes, c'est des sujets hyper importants qui ont aussi une résonance par rapport à l'environnement. Tout simplement parce que c'est les femmes les premières victimes en fait, du réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et c'est aussi, on se rend compte, souvent les femmes qui sont les meilleurs agents de changement sur ces aspects environnementaux. Nous, on a une histoire par rapport à ça. En 1952, Gaby Haguillon crée l'entreprise pour faire des vêtements pour ses amis. D'ailleurs, Chloé, c'est le nom de sa meilleure amie. Et à l'époque, elle commence vraiment à expliquer que les femmes doivent oser et doivent vraiment prendre leur place qui est la leur en 1952, ce qui était vraiment, vraiment nouveau. Et donc on l'a décliné en fait dans un motto, on dira, qui est Women Forward for a Fairer Future. Encore une fois, parce qu'on pense que il n'y a pas d'environnement sans social, il n'y a pas de social sans environnement, et que les femmes ont une place extrêmement importante comme agents du changement pour atteindre les objectifs de société qu'on se fixe tous. On a une stratégie extrêmement classique, je pense qu'on a à peu près tous la même, toujours les mêmes piliers, hein, nos employés, le sourcing, les communautés et puis la planète. Ce qui est assez intéressant pour nous, c'est que on est une entreprise de luxe, donc on vend du sac à main, on vend des vêtements, on vend des lunettes, on vend du parfum,
on vend des choses un peu futiles en fait, hein, pour se faire plaisir. Hein. On vend pas des trains, on vend pas des centrales. Enfin, nous, on vend des choses un peu futiles. Mais ce qui était important pour nous, c'était surtout d'être, bien sûr, beau, joli, désirable. Hein, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Bien sûr, profitable pour qu'on puisse avancer, mais surtout avec cette notion de ce qu'on appelait meaningful, c'est qu'il y a un sens derrière. Et je pense que on ne l'a pas beaucoup dit, mais les entreprises de luxe, hein, moi j'ai eu la chance de travailler, vous l'avez vu chez Vuitton avant par exemple, c'était déjà là en fait sur ces notions en fait de durabilité, aussi de protection des savoir-faire, d'avoir toujours une notion un peu on fait des produits mais on les fait pour une bonne raison et on cherche en tout cas cette bonne raison aussi au sein de l'entreprise et au sein des employés. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, on est une petite entreprise, hein, comparé je voyais les présentations qu'on a eues juste avant, les grandes entreprises qui étaient présentées. Nous, on est un petit acteur, hein, au sein du luxe, et on est un petit acteur au sein de Richemont, mais on a créé un écosystème autour de nous, et je rejoins encore ce qui a été dit avant sur la notion de collaboration. Puisqu'en fait, une entreprise comme Chloé, on ne va pas y arriver tout seul, hein, ça c'est sûr. Mais comme nous tous dans la pièce, on a vraiment ce besoin de collaboration. Et en fait, à notre taille, la collaboration, elle passe par déjà des groupes. On est déjà en fait en train de travailler dans cette collaboration avec d'autres groupes de luxe, avec d'autres groupes de mode, avec des fournisseurs. Nous, c'est déjà très engagé. Bon, vous avez beaucoup entendu parler du Fashion Pact, par exemple, hein, qui a été lancé avec Monsieur Pinault de chez Kering, et ça c'est vraiment un exemple je veux dire, dans le Fashion Pack vous avez Système U et vous avez Chloé, donc voilà, donc on est vraiment en train de travailler tous ensemble sur des problématiques, sur l'élimination des polybags, sur l'élimination des cintres plastiques, et là il y a vraiment une vraie notion de collaboration, pourtant entre des acteurs qui sont quand même souvent en concurrence. Voilà. On a aussi, on ne le voit pas ici, c'est la fondation Ellen MacArthur, vous avez peut-être souvent parlé sur la notion de circularité. Là c'est pareil, on a la chance de travailler, moi j'ai fait des groupes de travail avec H&M par exemple, où on a des problématiques assez similaires de collecte par exemple de vêtements sur nos points de vente. Hein. Donc voilà, donc en fait ça répond à ce qu'on a entendu avant, parce qu'en fait on le fait en fait déjà très fort, déjà très très fort. Ça a souvent commencé par la RSE ou la compliance dans nos métiers, puisqu'il n'y avait pas vraiment de concurrence là-dessus. Et puis maintenant on voit que c'est vraiment un engagement plutôt d'industrie. Et nous, ce qu'on essaie d'être modestement chez Chloé, mais c'est d'être un flagship en fait pour la mode. Et ça, c'est important par rapport à l'engagement et la certification qu'on a eu B Corp. On est la première entreprise du luxe à être certifiée B Corp. Et ça nous a positionné comme être vraiment un flagship. Et on essaie maintenant d'emmener une partie de l'industrie avec nous dans ces métiers. Alors, je vous ai remis ce qu'on a fait cette année en fait. Alors, encore une fois, on essaie à notre niveau d'apporter une pierre à l'édifice. Mais ce qui a été important, et on a publié il y a 2 semaines un rapport d'impact. Et moi, ce qui était important en fait de partager avec vous, c'est que pour nous, cette partie décarbonation, en fait, c'est juste un en fait objectif qu'on a ici. Et vous voyez qu'il pèse autant que le volontariat ou la formation ou le partenariat qu'on a avec l'UNICEF par exemple pour permettre l'accès à l'éducation aux jeunes filles. Et pour nous en fait il y a une espèce de logique globale là-dedans qui est très complexe en fait je dirais à formaliser et à contextualiser avec des chiffres, mais en tout cas vous voyez qu'on cherche absolument à couvrir l'ensemble de nos sujets. Et là-dedans, en fait, la partie climat est une partie. En fait, vous voyez, il y a beaucoup d'objectifs et c'est qu'un seul de ces objectifs. Voilà. Mais je vous montre ça, c'est parce que pour arriver à cet objectif-là, et c'est ce qu'on va faire, on va présenter après, on passe beaucoup sur ce qu'on appelle des matières à bas impact. On a défini nous-mêmes ce qu'on estimait être nos matières premières et ce qui permet dans ces matières premières d'avoir un impact réduit. Nous, on ne croit pas beaucoup, quand on parle d'éco-design, dans des systèmes qui permettent de mesurer si une solution est meilleure qu'une autre. Nous, en fait, on impose à nos designers, et on a des designers très forts chez nous, l'utilisation de matières ou l'interdiction de certaines matières premières. Voilà. Et ça, je pense que pour une maison de mode, on est vraiment complètement en avance sur le temps là-dessus. On a la chance de le faire parce qu'on a Gabriella Hurst, qui est notre directrice artistique et qui est très engagée au niveau à la fois environnemental et social.
Mais en gros, nos designers de renom, vraiment, ont cette partie environnementale et sociale à cœur et en fait nous permettent d'atteindre nos objectifs. Voilà. Alors on va parler donc aujourd'hui, on va parler voilà, de climat. Le contexte qu'on a par rapport au climat pour nous, on a maintenant un rythme de rapport à la fois d'impact social mais aussi environnemental annuel. On est la seule marque en fait de Richemont à le faire indépendamment. Et ça, on l'a commencé en 2019. On l'a fait par nous-mêmes et maintenant voilà, on se fait aider par des grands noms comme Carbone 4. Mais en tout cas, maintenant on est vraiment sur un rythme annuel indépendant de partage de l'évolution en fait, de nos émissions carbone, mais pas seulement, hein, on parle d'eau, de biodiversité, tout ça. Le prochain sortira dans 2 semaines, je pense qu'il sera vraiment intéressant parce que c'est là qu'on va vraiment mesurer ce qu'on a fait depuis 2019 et ce qu'on va y arriver ou pas sur nos objectifs 2025. Voilà. Alors, c'est hyper intéressant par rapport, encore une fois, à ce qu'a dit Claire, mais oui, on est bien 75% aussi chez nous sur les matières premières. Nous, alors, les matières premières, on a nous une définition qui est vraiment tannage, donc cuir, tissu, textile, et puis bien sûr avant élevage bovin, et puis culture du coton, culture du lin, et ainsi de suite. Voilà. Et donc la matière première, donc vraiment l'aspect culture, c'est 50% chez nous. Hein. Donc c'est vraiment, quand on a eu ces premiers chiffres qu'on a découverts en 2019, on a compris qu'il fallait vraiment aller travailler en priorité sur les matières premières. Ce qui fait dans un sac à main ou dans une veste, le cœur du produit, c'est le tissu, c'est le cuir, c'est les pièces métalliques que vous avez. Voilà. Scope 3, on travaille maintenant dessus depuis 3 ans, puisque c'est 95% de nos émissions. Alors j'entendais ce matin les bons résultats que vous disiez sur la France. Bon, le problème, c'est que la France, elle ne fabrique pas grand-chose. Donc, comme elle fait tout fabriquer ailleurs, le scope 3 est très impactant. Et je pense que le sujet, il est vraiment important de se dire qu'il faut vraiment qu'on ait une vision vraiment globale. Mais je pense que ça y est, les entreprises ont compris. On arrête de parler de super réduction du scope 1 et 2. Et ça y est, maintenant, les entreprises, enfin, en tout cas celles qui sont responsables, intègrent bien ce scope 3. Donc, je pense que le mouvement est bien engagé. Voilà. Le groupe Richemont a pris aussi des engagements SBTI. Et ça, c'était assez intéressant parce que dans nos trajectoires, nous, on a commencé un peu avant eux. On a fait beaucoup de calculs pour voir si les trajectoires qu'on avait prises en termes de réduction de gaz à effet de serre étaient compatibles avec les trajectoires du groupe. Ouf, c'est le cas. Mais ce qu'on a appris là, c'est que c'était extrêmement compliqué, que les calculs de trajectoire pour les entreprises, en particulier pour le scope 3, sont vraiment, vraiment, vraiment complexes, que les systèmes de méthodologie de calcul changent beaucoup. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup, en tout cas dans nos métiers du PEF, vous avez peut-être entendu parler de ça, donc bientôt la communauté européenne va demander à ce que les vêtements aient en fait une mesure d'impact environnemental et bientôt social sous la forme d'un ABCDE, comme vous le voyez sur des machines à laver ou sur des voitures. En fait, la méthodologie, alors tout le monde nous dit la méthodologie est faite, c'est super, mais les facteurs d'émission ne sont pas stabilisés encore. Et alors là, c'est absolument n'importe quoi, puisque les entreprises peuvent même proposer leurs propres facteurs d'émission en fonction voilà. Donc tout ça pour dire que tout ça est très changeant, très mouvant, et très complexe pour une petite entreprise comme nous d'arriver à suivre, et on a un besoin fort de formation et d'intégration de ces savoir-faire. Voilà, donc j'ai parlé du PEF. Et ce que nous, on a décidé de faire par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, c'est de réduire, de compenser et de capturer. Donc on va en parler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en fait on a commencé en 2020, on a défini ce qu'était une matière à bas impact. Alors, c'est quoi une matière à bas impact ? Au lieu de prendre un coton normal, on va prendre un coton organique par exemple, et puis en fait, on va dire qu'il ne faut plus utiliser de coton du tout. Voilà. Donc, on n'a quasiment plus de coton dans nos collections. De la même manière que on a dit oui, alors au début on va utiliser du plastique recyclé et puis en fait on n'a plus de plastique non plus. Donc on élimine en fait à mesure, soit on remplace par des matières qui sont moins impactantes. Au début on s'est appuyé sur des certifications existantes. Encore une fois, je pense qu'on est assez en avance là-dessus parce qu'il y a beaucoup de certifications sur l'organique ou le recyclé dans nos métiers. Et cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait aider pour avoir des preuves scientifiques à chaque fois, donc des ACV à chaque fois pour prouver, parce qu'on ne faisait pas totalement confiance en fait aux certifications qu'on nous proposait sur de l'organique. Vous avez sûrement lu des articles qui disent qu'actuellement le coton organique, il y en a 3 fois plus sur les étiquettes qui est en fait en production dans le monde.
Donc comme ça repose que sur du papier et de la photocopie de PDF, c'est assez facile de faire du coton organique. Donc nous, en fait, on n'aime pas ça. Voilà, on a décidé et on va y revenir après sur la partie de traçabilité qui est très importante. Mais en tout cas, on est parti sur une mesure scientifique. Ensuite, on a éduqué, on a fait de la formation chez tous nos designers, tous nos développeurs, toutes les équipes d'industrialisation. On a formé plus de 100 personnes en fait au sein de Chloé. Tout le monde y est passé, hein, jusqu'aux directeurs de collection, les gens qui faisaient les défilés. Et on continue à le faire maintenant très régulièrement. Tous les nouveaux employés en fait y passent et on leur explique quel type de matières premières ils peuvent utiliser et surtout quels sont les certificats qu'ils peuvent demander à leurs fournisseurs. Car encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons tout ce métier, c'est nos fournisseurs. Je fais une aparté là-dessus quand on parle de base fournisseur. Nous, la base fournisseur, elle change toutes les collections. Puisque une collection, on veut de la broderie anglaise, une autre collection, on veut des émaux, une autre collection, on veut des cuirs métallisés. On est dans la mode, on est saisonnier. Et donc, on change nos fournisseurs en permanence. Voilà. Et on va chercher des fournisseurs qui ont des savoir-faire particuliers, qui sont des savoir-faire extrêmement manuels et artistiques. Donc là, les sujets de stabilisation de la base fournisseur, nous, on les a vraiment sur la fabrication, par contre. Ça, c'est très important. Et là, on est sur quand même une politique de réduction pour des sujets de qualité, pas de coût, délai, mais de qualité. En revanche, c'est très compliqué sur la partie matière première de stabiliser. C'est vraiment au bon vouloir en fait d'une idée artistique. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur les matières premières, puisque celles-ci ne changent pas. Un coton toujours le même s'il est tissé, tricoté, non tissé, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, point important, la data, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui et c'est ce qu'on travaille le plus dessus. On a changé en fait nos systèmes informatiques, ce qu'on appelle les PDM chez nous. En gros, c'est la base de données produits où on met tous nos fournisseurs et tous les éléments constitutifs de chaque produit. Et on a modifié en fait ces systèmes pour pouvoir capturer toutes les informations de la RSE, c'est-à-dire qu'est-ce qui est organique, qu'est-ce qui est recyclé, qu'est-ce qui est fair trade sur la partie sociale. Et on est capable maintenant de sortir des rapports assez précis avant un défilé pour pouvoir faire des communiqués de presse, puisqu'on est une des seules marques qui disons avant un défilé de mode le pourcentage de produits qui sont à bas impact et qui vont défiler sur un catwalk. Ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup lié en fait à la formation, parce que quand on dit un designer, tu vas utiliser des matières organiques, mais après il faut les mettre dans un système pour pouvoir capturer la data, ça reste assez complexe. Donc là, on a vraiment des notions de collaboration très importantes entre les parties développeurs et les parties designers. Voilà. Ensuite, on va y revenir, on travaille beaucoup maintenant sur de l'innovation. Là, en fait, on s'appuie sur nos fournisseurs et on essaye de cofinancer cette innovation avec d'autres. Encore une fois, nous, on n'a pas de service R&D, on n'a pas vocation à faire Par contre, on sait comment utiliser ou comment twister l'utilisation de certaines matières dans nos produits. Voilà. On fait bien sûr, je vous l'ai dit, une mesure tous les ans et puis le secret, c'est juste de répéter la chose tous les ans en permanence et ça s'appelle l'amélioration continue. Voilà. Donc là, on est sur alors nous, on a la chance d'avoir des saisons, donc en gros, on a 12 lancements de produits par an. On a 4 saisons classiques. Et donc, on arrive à se mesurer, en fait, tous les 3 mois sur l'évolution. Et en un an, on est passé de 5% de matière à bas impact à 60% actuellement dans la collection. Donc, on est sur des changements très rapides, mais parce qu'on est capable de se mesurer tous les 3 mois. Voilà. Alors, bien sûr, tout est acheté en énergie renouvelable. On est en train de voir avec nos fournisseurs aussi pour le faire. On a aussi tout un sujet de mix produit. Ça, c'est important puisque vous pouvez être contre-productif quand vous faites des choix de matière. Par exemple, vous allez dire le cachemire, c'est pas bien. Il faut utiliser du cachemire recyclé, mais le cachemire recyclé est toujours 46 fois plus impactant que du coton, par exemple. Donc, ce n'est pas une solution que toujours de passer sur du recyclé. Donc, il y a aussi une notion de dire, dans la gamme produits que j'offre en fait à ma cliente, sur un défilé, je limite, par exemple, le nombre de produits qui auront du cachemire. Voilà. J'ai dit beaucoup limité dans une boîte de mode avec des designers, c'est assez compliqué, mais on les emmène avec nous. C'est pas évident, mais en tout cas, on y arrive. Voilà. Et puis derrière, on a bien sûr une stratégie, vous l'avez vu juste avant, à 360 degrés. En fait, on va chercher tout ce qui est possible en fait, en réduction sur la logistique, sur le packaging. Enfin, je ne vous fais pas la liste à l'après-vert, mais
on est un peu hardcore quand même. On a, vous savez, sur les chaussures, toutes vos chaussures, vous avez une petite étiquette qui vous dit la composition de la semelle, la composition de la tige, et ainsi de suite. Elle était en plastique, on l'a changé et on l'a mis en papier. Cette toute petite étiquette, voilà le genre de choses qu'on fait. Mais en tout cas, il y a aussi un gros sujet d'engagement des employés là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, chez nous, tout le monde est très motivé par tout ça. Très motivé parce que chez Chloé, tous les employés ont un objectif RSE qui participe à leur évaluation de la performance. Donc nous, c'est pas les membres du COMEX, nous, c'est tous les employés. Et on passe beaucoup de temps et on essaie d'être très créatif, des fois avec des équipes qui, voilà, genre, aller discuter avec les équipes de finance ou de contrôle de G, comment on va leur donner un objectif RSE. Et on a essayé d'être très créatif, on y arrive. En tout cas, chez nous, c'est tous les employés. Voilà. Alors, la partie compensation, je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que je crois qu'on on a eu des bons exemples, et je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit. Nous, aujourd'hui, on compense 100% Scope 1, Scope 2. On est actuellement en compensation de 36% juste du Scope 3. On a l'objectif de 100% en fait en 2025. Et là, le sujet, en fait, c'est vraiment cette sélection en fait, des projets. En particulier, on essaye beaucoup sur les défilés, donc on compense 100% en fait de nos défilés, et c'est l'occasion pour nous de vraiment tester et de comprendre ce qu'il y a derrière quand on fait de la compensation. Et je vais faire le lien avec la partie capture, c'est parce que c'est incroyable la rapidité, l'évolution de ces sujets. Moi, quand je suis rentré donc, en 2019 chez Chloé, je me souviens bien, la tonne carbone, on l'a compensée avec Richemont, ça coûtait 5 € la tonne. À l'époque. Alors on était super contents, on pouvait faire 100%, c'était facile, c'était pas cher. Je faisais une facture, 15 000 €, c'était réglé. Le problème, c'est que, en fait, et je fais le lien avec la capture, donc aujourd'hui on travaille avec Climeworks par exemple, puis eux, en fait, c'est 700 € la tonne en fait en capture. Et c'est là où on se dit qu'il y a un sujet assez incroyable et qui va monter, où en fait le but de la capture, enfin le coût en fait d'une tonne de carbone va bientôt exploser, va bientôt nous coûter tous très cher. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut réduire très fort. Voilà. Nous aujourd'hui, donc en fait, on est vraiment, même si on a pris des engagements très forts, voilà, on est sur des sujets de budget en fait, et de se dire, voilà, on voit en fait l'évolution des prix. Si vous voulez faire de la bonne compensation, des bons projets, ça coûte en fait très cher, et ça commence à vraiment peser. Et donc sur la partie capture, donc on a commencé aussi. Donc là on n'est pas sur du biochar par exemple, on est sur de la capture dans l'air en fait du carbone. Mais très honnêtement, vu le prix que ça coûte, c'est plus pour faire un cadeau à des défilés, à des personnes qui viennent à un défilé. Je veux dire, on ne peut pas compenser, c'est impossible. Enfin, ce que j'appelle un reality check, c'est de se dire à 700 € la tonne, c'est pas possible. Et on a beau nous dire, oui, mais c'est des nouvelles technologies, ça va baisser tout ça, je ne pense pas. Et c'est vraiment un sujet, donc on est bien sur la réduction, mais c'est bien, on est tous dans la salle pour le penser tous en même temps. Voilà. Et c'est aussi pour ça, enfin nous, la partie capture a été extrêmement intéressante en présentation, parce que pour nous, ça préfigure ce que va être le futur sur les coûts. Et pour nous, c'est vraiment une façon d'anticiper et de présenter en interne les chiffres et le futur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Donc, cette année, donc ça c'est un chiffre donc, qui sortira dans 2 semaines, on a baissé de 19% par rapport à 2019 nos émissions. Donc on est bien en ligne avec l'objectif qu'on s'est mis de 25% en 2025. Et une grande partie en fait de ce chiffre, il a été. Alors c'est là que c'est intéressant quand on commence à creuser pour comprendre comment on arrive en fait à ces chiffres. C'est que vous voyez en fait le taux en fait de matières à bas impact ou de produits qui ont des matières à bas impact. Et ça en fait, on a parlé de Decathlon. Je sais que Decathlon ils veulent atteindre 100% par exemple de matières à bas impact en 2025. Donc c'est assez étonnant de voir qu'une entreprise comme Decathlon et nous, Chloé, on est à peu près sur les mêmes trajectoires, parce que nous on a mis 95% nous, en 2025. Pourquoi on n'a pas mis 100%? C'est parce qu'on pense que il faut aussi laisser la chance aux nouveaux fournisseurs pour pouvoir quand même rentrer. On peut avoir des nouveaux fournisseurs qui ne sont pas encore certifiés ou qui n'ont pas encore totalement validé avec des ACV, donc il faut qu'on cesse un peu de marge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
vous imaginez bien, faut vraiment s'imaginer du défilé de mode. Faut s'imaginer voilà, des produits qui sont sur les red carpets partout dans le monde. Et on atteint, vous voyez, 60% de matières soit recyclées, soit organiques, ou du tannage avec des impacts réduits. Et ça, c'est grâce en fait à ce choix de matières premières qu'on arrive en fait à ce chiffre en fait de moins 19%. Et donc c'est là où c'est intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit avant, c'est que vous voyez bien que je parle de matières premières depuis tout à l'heure. Je parle de coton, je parle de lin, je parle de plastique, et je ne parle pas en fait de tissage, je ne parle pas de fabrication là. Donc c'est vraiment sur ce choix de la base, ce qui était le plus important pour nous, qu'on s'attelle. Alors c'est quoi, pour aller plus loin, c'est quoi nos problèmes aujourd'hui ? Nos problèmes, c'est la connaissance. Ça, c'est un vrai sujet là-dessus. En fait, les gens savent pas, les fournisseurs savent pas, même les cabinets de consultants, des fois qu'on prend, ne savent pas. Il y a un vrai sujet de méconnaissance. Et puis, c'est normal, c'est nouveau. Et puis, ça change tout le temps. Très honnêtement, on en apprend tous les jours. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus de stabilisation du savoir. Voilà. Il y a beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les gouvernements, je dis les gouvernements, vont commencer à taper très 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 fort. On a, nous, des exemples. Bon, vous avez la loi GIEC que tout le monde connaît en France, mais l'État de New York est en train de mettre en place en fait des règles de réduction d'émissions par vêtement, de notions de traçabilité. On a l'Allemagne qui a mis aussi en place des notions de traçabilité. Donc, en fait, on voit que tous les pays, alors ils le font pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il y en a aussi qui le font pour du protectionnisme, ça c'est sûr, pour en fait recapter du business dans leur pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la partie compliance va vraiment avoir une partie de plus en plus importante. Et c'est pour ça que le lien avec la compliance est très, très important. Voilà. On a des sujets pour remplacer nos matières principales. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver une belle alternative au cachemire. C'est compliqué, c'est quand même une belle qualité. Et finalement, si ça fait 2000 ans que les humains utilisent ce type de matière, c'est pour une bonne raison. Donc on a des vrais soucis de trouver des alternatives. Voilà. Et puis, puis le sujet aussi, il est cette notion de temps long et temps court. Même si je vous dis qu'on mesure tous les 3 mois, en fait, il faudrait une mesure temps réel pour dire en fait aux gens, voilà, les choix que vous faites, voilà ce que ça impacte. Voilà. Et puis, je parle d'alignement, on en a un petit peu parlé, mais nous, on a des gros sujets d'alignement sur les différents marchés. Les lois chinoises qui nous imposent beaucoup de choses sont différentes des lois européennes, qui sont différentes des lois américaines, ou des lois coréennes, ou des lois japonaises. Et donc là, on voit que sur le climat, sur les RSE et sur le social, il n'y a pas d'alignement et c'est très complexe. Voilà. On va passer très vite là-dessus. C'est nos objectifs de l'année prochaine. On a 18%, donc il ne faut pas qu'on se plante là-dessus. Mais je voulais surtout vous parler donc, de traçabilité pour finir. Vous connaissez cette phrase, on n'améliore que ce qu'on mesure. Mais ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est que c'est très difficile de mesurer sur différents axes et qu'en fait, on a parlé de la notion de temps, ça c'est assez facile à maîtriser, on a tous des rapports annuels, des choses comme ça, mais nous ce qu'on se rend compte c'est qu'on a un besoin de savoir ce qui se passe dans la supply chain en amont et on a un besoin de savoir où ça se situe dans le monde, car les émissions sont différentes en Chine, en Inde, en France, en fonction pour une même usine. Donc voilà, donc ça c'est très important pour nous. Voilà. Et donc on a engagé un très grand travail en fait de traçabilité. Et là donc voilà, l'exemple qu'on avait avant c'était les semi-conducteurs. Nous en fait on va dans les champs, en fait on travaille directement avec les agriculteurs. Et on le fait parce que d'abord il y a un alignement des valeurs. Ça c'est très important pour nous, que ce soit social et environnemental. Voilà, c'est cette personne-là qui est un agriculteur de la coopérative Solanco qui fait du lin, qui est une matière très importante pour nous. On a un vrai alignement de valeurs en fait avec ce qu'il essaye de faire et ce qu'on essaie de faire. Et on se rend compte en fait que grâce en fait, alors nous on a dit que le lin c'est une des matières à bas impact, donc on utilise beaucoup de plus en plus. Donc vous allez voir de plus en plus de ces matières sur les étals. Vous avez le lin, le chanvre, l'ortie. Vous allez voir, ça arrive très fort. Gros avantage du lin, c'est cultivé dans le nord de la France, donc on est sur des circuits extrêmement courts et on a remis en route une filature à Béthune pour le lin. Donc on est sur des matières qui sont naturellement à bas impact, avec quasiment pas de pesticides, par exemple, vous n'en avez pas besoin et très peu d'eau. Et en fait, on essaye d'aller plus loin et de financer en fait des programmes d'agriculture régénérative
et surtout d'augmenter la taille des champs. Voilà. Et peut-être que dans le futur, on sera propriétaire de champs. Voilà. Ça, c'est là où on va. En fait, encore une fois, en termes d'anticipation, je vous rappelle, les Chanel, les Vuitton, les Hermès sont déjà propriétaires de fermes, sont déjà propriétaires de tanneurs, et on voit bien que nos métiers, on est bien en train de se rapprocher de l'origine. Hein. Peut-être qu'un jour, on sera propriétaire de fermes bovines. Voilà. Donc on est vraiment collé aux abattoirs. Et c'est très intéressant, je dirais, pour moi, dans ma position, d'aller dans des abattoirs pour comprendre ce qui est en train de se passer et de voir en fait aussi, d'aller voir des fermiers pour bien comprendre quel est l'impact. Voilà. On pense que c'est comme ça qu'on pourra justement arriver avec cette décarbonation. En fait. C'est qu'en remontant vraiment les chaînes et en comprenant ce qui se passe et en finançant des bonnes pratiques qu'on va pouvoir avancer sur la partie de décarbonation. Voilà. Je finis juste sur 2 points importants. C'est que on en a parlé un petit peu là, sur la notion de la gestion des fournisseurs, donc qui est très importante. Mais nous, on a pris aussi des engagements assez forts pour que comme on va avoir une connaissance de la traçabilité vraiment des champs, carrément les coordonnées GPS d'où viennent nos matières, on pense que c'est important de donner aux clients. Et en fait, on va travailler sur la transparence et communiquer toutes ces informations en fait aux clients. Et aujourd'hui, on nous le demande. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans les magasins, chez Chloé, nous disent « mais ça vient d'où ? Je veux savoir d'où ça vient ». Alors, il y avait une notion bien sûr sociale, qui fabrique ce vêtement, mais il y a aussi maintenant une vraie notion de d'où vient la matière. Et on croit très fort en fait à cette partie de transparence. Jusqu'à maintenant, on faisait comme tout le monde, hein, on a nos listes de fournisseurs sur Internet, c'est génial, personne ne les consulte. Maintenant, par contre, nous, on fait un rapprochement avec le vin, en fait, en se disant, un jour, on aura une AOC sur du chanvre et on sera propriétaire et on verra peut-être un château avec marqué chanvre Chloé et ainsi de suite. Nous, c'est vraiment des choses qu'on est en train de réfléchir parce qu'il y a aussi une belle histoire là-dessus et qui soit une belle histoire qui est très locale. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions tout à l'heure.